Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous, chers auditeurs, chers internautes. Bienvenue à la deuxième émission de notre programme L'être humain sur la plateforme de la chaîne Lumière islamique de l'Institution islamique sociale. Mes chers, nous vous avons promis de traiter beaucoup de sujets concernant l'être humain dans la société sur tous les plans psychologiques, sociaux, religieux et sur le plan sanitaire, et que ce dernier est base de tout autre, car on s'y trouve par notre organisme, qui est un ensemble d'éléments biologiques qui constituent un corps vivant, qui est composé des sous-ensembles eux-mêmes complexes qui sont les organes. Chacun apporte une symbiose avec les autres, une ou plusieurs fonctions spécifiques nécessaires à assurer à l'ensemble une vie propre, ainsi que son développement et sa reproduction. Tenons aujourd'hui le principal organe vital de notre corps humain, le cœur, qui assure un rôle très important, un rôle d'une pompe qui permet la circulation du sang qui, à son tour, achemine l'oxygène et les nutriments vers les organes ainsi que les hormones indispensables à la vie, et en retour, il transporte les déchets vers les organes d'élimination, les poumons et les reins pour le bon fonctionnement de nos organes. Comme c'est magnifique. Mais jusqu'ici, je m'arrête pour laisser la parole à notre cher invité. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, dans le Saint-Coran, d'une partie du verset 9 de Surat Az-Zummar, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Souhaitons alors la bienvenue à notre cher invité, Dr Jihad Jafar, médecin cardiologue libéral, docteur d'État en médecine à l'Université de Tunis, membre de la Société sénégalaise de cardiologie, membre de la Société panafricaine de cardiologie, membre fondateur et associé de SOS Médecins au Sénégal, membre du bureau du syndicat des médecins privés au Sénégal, le président de l'association libano-sénégalaise des professionnels de la santé et membre du conseil de tutelle de notre institution islamique sociale. Bonjour docteur, bienvenue sur notre plateforme de la chaîne Lumière islamique. Bonjour madame, je vous remercie pour votre invitation. Je suis honoré d'être avec vous pour parler de cette pathologie très importante répandue dans le monde. Et vous avez parlé du cœur en faisant votre préface sur le rôle principal qu'occupe le cœur dans l'organisme de l'être humain. Bienvenue, docteur. Docteur Jihad, le cardiologue. Début de cette émission, qu'est-ce que la cardiologie? La cardiologie est une spécialité médicale qui concerne le cœur et les vaisseaux. Le cœur, c'est un organe noble, c'est le moteur du corps humain en quelque sorte, et ce cœur, comme vous l'aviez dit, exerce la fonction de pompe parce qu'il permet d'éjecter le sang dans la grande circulation et le distribuer aux différents organes et tissus de l'organisme. Je voudrais vous montrer par un schéma. Nous voyons le cœur ici, alors avec ses différentes cavités, et au moment de l'éjection du sang, le sang il va sortir par l'aorte, qui est la principale artère du cœur, et il va être distribué à travers cette grande circulation à toutes les parties du corps humain, lui apportant l'oxygène, les nutriments nécessaires pour sa fonction, et par la suite le retour veineux. Il se fait au niveau du cœur droit, qui lui l'envoie au niveau des poumons pour les échanges gazeux, où il va libérer le gaz carbonique, et il va capter l'oxygène pour purifier le sang et revenir au cœur du côté gauche. Ainsi, le cycle de la circulation est fini et on redémarre un nouveau cycle. Donc, ce cœur est doué d'automatisme.
il a son propre système électrique, il fonctionne tout seul, d'une manière automatique, et il ne dépend d'aucun autre organe. D'accord, docteur. Donc, vous avez parlé que le sang est transporté par nos artères de notre cœur vers les organes. Comment se déroule ce mécanisme-là? Comment se fait? Sous condition de quoi? Il y a une certaine pression? Le cœur, comme j'ai dit, il est doué d'automatisme. Donc, à chaque fois qu'il y a une contraction du muscle cardiaque, il y a une éjection du sang à travers l'aorte qui va le distribuer à tout le corps. Et par la suite, le cœur se relaxe pour se remplir du sang qui vient des poumons, qui est oxygéné et purifié. Et une fois que le ventricule gauche est bien rempli, le cœur à nouveau se contracte pour éjecter le sang dans l'organisme. Donc, ce mode de fonctionnement de pompe est automatique, qui est lié à un système électrique interne du cœur qui le fait, en envoyant des ondes électriques, fait exciter les muscles et provoque la contraction pour éjecter le sang. Donc notre sang, il est sous pression. On appelle la pression artérielle T1. En fait, la pression artérielle, c'est la pression du sang qui se trouve au niveau du cœur et des vaisseaux. Okay. Cette tension artérielle est une équation qui dépend de deux facteurs. C'est le débit cardiaque multiplié par les résistances périphériques vasculaires. C'est quoi le débit? Le débit cardiaque, c'est chaque fois que le cœur se contracte, il va éjecter le sang à travers donc l'aorte, il éjecte un certain volume. Et ce volume éjecté, multiplié par la fréquence cardiaque, c'est-à-dire le nombre de battements par minute, constitue le débit cardiaque. Donc ce débit cardiaque, multiplié par la résistance des parois vasculaires, constitue la tension artérielle. Donc c'est une équation mécanique. Si un des facteurs de cette équation augmente, la tension va augmenter. Si un des facteurs diminue, la tension, elle va diminuer. C'est ça la définition de la tension artérielle qui comprend deux chiffres. La maxima, c'est-à-dire la systolique lors de la contraction du cœur, et la minima, la diastolique, qui est la tension au moment de la relaxation et la phase de remplissage du cœur. Donc peut-on dire alors que le débit cardiaque et la résistance, des résistances périphériques, ce sont les facteurs physiopathologiques? Non, ce sont les facteurs mécaniques qui déterminent la valeur de la tension artérielle. D'accord. Donc quels sont les facteurs alors physiopathologiques? Alors, les facteurs physiopathologiques rentrent dans l'hypertension. Ah, d'accord. Donc, il y a une différence entre les deux. On va en parler tout à l'heure. D'accord, ok. Bon, d'accord, docteur. Durant votre réponse, on a déjà donné la définition de la pression artérielle. Donc, chez quelqu'un, bien chez certains, il n'y a que cette pression dont vous avez parlé de systolique et de diastolique. Parfois, on dit que cette personne, elle a eu bien une hypertension artérielle. Vous pouvez nous donner quelle est la définition de cette hypertension artérielle? L'hypertension artérielle est définie par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, comme une élévation des chiffres tensionnels au-delà de 140 mm de mercure pour la systolique ou la maxima, et au-delà de 90 mm de mercure pour la diastolique ou la minima dont on a parlé. Donc, toute tension qui dépasse ces chiffres-là devient de l'hypertension artérielle. Donc, à partir de ces deux pressions, systolique et diastolique, peut-on faire la classification de l'hypertension artérielle? Absolument. Oui. Et l'hypertension artérielle peut être classée en plusieurs types. Il y a l'hypertension légère, il y a l'hypertension modérée, il y a l'hypertension sévère et il y a l'hypertension maligne. L'hypertension légère, c'est lorsque la minima elle est comprise entre 90 et 100 mm de mercure et la maxima entre 140 et 150 mm de mercure. L'hypertension modérée, c'est quand il y a
des chiffres de plus, c'est-à-dire la maxima entre 150 et 160 et la minima entre 100 et 110. Et la troisième classe, c'est l'hypertension artérielle sévère, lorsque la minima, elle dépasse les 120 mm de mercure et la maxima, elle dépasse les 160 mm de mercure. Quant à l'hypertension maligne, ça c'est l'hypertension quand elle a entraîné des complications au niveau des différents organes et qui devient une hypertension vraiment méchante, dont nous reviendrons tout à l'heure. Quelles sont les causes de cette hypertension artérielle? L'hypertension artérielle comprend l'hypertension permanente, primitive, qui est héréditaire. Et il y a l'hypertension qu'on appelle labile, qui est variable. Et cette hypertension dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend du stress, elle dépend de l'émotion, elle dépend de l'effet de la blouse blanche. Par exemple, un patient qui rentre chez un médecin, dès qu'il le voit, il y a l'émotion qui joue sur le système nerveux, qui lui joue sur le cœur, et il fait élever la tension par peur ou bien par panique. De même que la perception d'un stress, quelle que soit la nature du stress, un stress auditif, un stress physique, émotionnel. Aigu ou bien chronique? Non, aigu. Généralement aigu, il va entraîner une réaction du système nerveux central qui, lui, par le biais du système nerveux sympathique, va intervenir au niveau du cœur, il va faire augmenter le débit cardiaque, il va faire augmenter les résistances vasculaires, périphériques, et comme on a dit, selon l'équation, ça va faire augmenter la tension artérielle. Maintenant, on parle en dehors de l'hérédité qui constitue la majorité de l'hypertension artérielle à 85%, il y a les causes secondaires. Les causes secondaires, on entend par là, il y a les causes anatomiques, s'il y a une malformation au niveau des vaisseaux, telle que la coartation de l'aorte, c'est-à-dire un rétrécissement au niveau de l'aorte qui sort du cœur et qui fait une différence de pression de part et d'autre, ou bien une sténose de l'artère rénale qui fait aussi créer une différence de pression de part et d'autre et qui peut engendrer une hypertension artérielle réactionnelle. Les causes rénales sont une cause très importante de l'hypertension artérielle secondaire quand on a une néphropathie interstitielle, quand on a une néphrangiosclérose ou une néphropathie diabétique. Ça va entraîner un dysfonctionnement du rein avec une insuffisance rénale qui va entraîner donc une hypertension artérielle. Et la troisième cause, c'est la cause hormonale. Parfois, il y a des hormones sécrétées par certaines formations, telles que les phéochromocytomes. C'est des formations qui se trouvent au-dessus du rein et qui sécrètent des catécholamines, ce qu'on appelle adrénaline, noradrénaline, qui font monter aussi la tension artérielle par le biais du système nerveux sympathique. Pardon, docteur, on n'a pas parlé encore de l'obésité générale, d'alimentation riche en sel. Ça pose encore? Ça, c'est parmi les facteurs qui peuvent aggraver l'hypertension artérielle. La consommation du sel, le tabagisme, l'obésité aussi. Donc, ce qui est dangereux, docteur, c'est qu'un nombre très important des hypertendus ignorent leur état. C'est-à-dire, parfois, l'hypertension, elle est asymptomatique. Mais parfois, elle est symptomatique. Comment faire le diagnostic et est-ce qu'il est recommandé de mesurer sa tension? Je ne sais pas. Vous recommandez les gens à mesurer leur tension chez eux. Et quel genre de personne? N'importe quelle personne qui ne souffre pas même de l'hypertension artérielle, on peut recommander de mesurer sa tension de façon permanente? On avait dit que sur le plan épidémiologique, l'hypertension artérielle est très répandue dans le monde. Elle constitue 15% de la population mondiale. Donc, à peu près, selon les chiffres de l'OMS, on a 1 milliard d'individus sur cette terre
qui souffrent d'une hypertension artérielle. Et la répartition est différente selon les pays, selon les continents et les régions. Évidemment, cette hypertension artérielle se manifeste par des signes cliniques. Alors, quelqu'un qui se plaint de céphalée, c'est-à-dire des maux de tête, ou bien des vertiges, ou bien des bourdonnements d'oreilles, ou bien des soufflements à l'effort, ou des troubles visionnels. Parfois, il peut voir comme les étincelles devant les yeux, ou bien une mouche volante. Ce sont des signes et des symptômes qui attirent l'attention vers l'hypertension artérielle. À ce moment-là, la personne avisée doit consulter un médecin pour vérifier sa tension artérielle. Évidemment, on a des appareils très différents pour mesurer la tension artérielle. À partir du tensiomètre classique normal du médecin, et il y a les tensiomètres aussi électroniques qu'on utilise. Je vous donne cet exemple-là, par exemple. Ça, c'est un tensiomètre électronique. On met ce brassard au niveau du bras, ici, et à ce moment-là, on appuie sur le bouton et on va prendre la tension. Et ça va gonfler, puis ensuite, ça va dépasser la pression artérielle, puis ensuite, ça va régresser et il va nous afficher les chiffres. On prend un exemple ici. Là, par exemple, on a pris la tension à quelqu'un. Il était à 130 de maxima et 90 de minima. Et un rythme cardiaque à 106. Pardon, donc ce sont les systoliques et diastoliques que vous avez... Voilà, alors les 130, c'est la systolique qui est normale, mais la diastolique, elle est limite, 90. Logiquement, elle doit être moins. Moins que 90. À 80, par exemple. Okay. Et le rythme cardiaque, il est à 106. Donc c'est un rythme rapide, c'est une tachycardie. Okay. Si on prend d'autres chiffres, là aussi, on peut avoir des chiffres différents. Après enregistrement, là, il va falloir qu'on branche pour prendre les tensions. C'était juste pour vous donner une idée comment on prend la tension artérielle. Donc, en cas où elle est asymptomatique, donc on l'appelle le tueur silencieux. Donc, ça, c'est grave, non? Absolument. C'est-à-dire, quand la personne ne sent rien du tout, on lui propose de faire une MAPA, c'est-à-dire la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Ça, c'est une technique qui consiste à brancher un appareil un brassard au niveau du bras du patient et qui est relié à un appareil qu'il porte sur lui pendant 24 heures. Il n'est pas gênant. Ah non, il n'est pas gênant parce que cet appareil, on va le programmer pour qu'il puisse lui prendre la tension toutes les demi-heures dans la journée et toutes les heures dans la nuit. Et le lendemain, il revient chez le médecin, on débranche cet appareil et on le transmet sur un logiciel à l'ordinateur et ça nous permet d'avoir la courbe de la tension, d'avoir les chiffres tensionnels obtenus pendant toute la période d'enregistrement. Et là, on est fixé s'il s'agit d'une hypertension artérielle permanente ou bien s'il s'agit d'une hypertension labile. Généralement, une hypertension permanente nécessite un traitement. Et le traitement est un traitement à vie. Mais quand il s'agit d'une hypertension labile variable, qui dépend, comme on a dit, du stress, de l'effet de la blouse blanche, de l'émotion et tout, là, il faut agir plutôt pour calmer le patient, pour le détendre et le relaxer. Et on n'a pas besoin de médicaments pour la tension proprement dite. Ah, okay. Voilà. Quelles sont les conséquences de l'hypertension artérielle, ou bien peut-on dire quelles sont les principales complications auxquelles sont exposées les personnes hypertendues? Alors, je voulais vous parler des mécanismes qui interviennent dans l'hypertension artérielle, avant de parler des complications. Alors, il y a le système rénine-angiotensine-aldostérone, c'est-à-dire ce sont des substances fabriquées
ou bien synthétisée au niveau du foie, puis ensuite au niveau du rein, comme l'angiotensine 2, qui est une substance vasopressive, c'est-à-dire elle va provoquer une vasoconstruction au niveau des vaisseaux, elle va faire élever les résistances pariétales, donc automatiquement la tension elle va être élevée. Un autre système intervient, c'est le système nerveux central, c'est le système nerveux sympathique qu'on appelle, qui par le biais des neurotransmetteurs, comme les catécholamines, on a dit l'adrénaline, noradrénaline, peuvent entraîner une accélération du rythme cardiaque, donc une augmentation du débit cardiaque et qui fait augmenter la tension. L'interférence de ces deux systèmes, plus la consommation du sel, qui, elle, favorise l'absorption d'eau, donc elle augmente la volémie, c'est-à-dire le volume du sang circulant, et à ce moment-là, la tension, elle va monter. Voilà, ça, c'est les mécanismes. Maintenant, si on a une hypertension artérielle qui n'a pas été soignée, ni à titre préventif, ni sur le plan médicamenteux. Cette hypertension peut entraîner des complications. Et ces complications concernent les grands organes. En commençant par le cœur, ensuite le rein, l'œil et le cerveau. Au niveau du cœur, parmi les complications qu'on peut avoir, c'est l'insuffisance cardiaque. On peut avoir même un infarctus du myocarde. On peut avoir des troubles de rythme cardiaque. Au niveau des reins, on peut avoir aussi une néphroangiosclérose et on peut avoir une insuffisance rénale. Au niveau de l'œil, on a une atteinte au niveau de la rétine, une atteinte au niveau des vaisseaux qui vascularisent la rétine et qui comprend plusieurs stades et qui peuvent abaisser la vision. Et finalement, au niveau du cerveau, le risque c'est de faire un accident vasculaire cérébral. Ce qu'on appelle AVC. Et cet accident vasculaire cérébral, lors d'une poussée hypertensive brutale avec une vasoconstruction importante, on peut avoir une diminution de l'irrigation d'une certaine zone du cerveau avec le sang, ce qui provoque une ischémie. Cette ischémie et souffrance, elle va entraîner l'accident vasculaire cérébral. C'est en quelque sorte un infarctus cérébral, neurologique. Et il y a un autre qui constitue 90% des AVC. Mais dans les 10% restants, on peut avoir un AVC hémorragique, c'est-à-dire une rupture de l'artère ou d'un anévrisme qui se trouvait au niveau du réseau artériel cérébral. À cause de l'hyperpression, il peut y avoir une fissuration et une déchirure, et cet anévrisme rompu va inonder le cerveau avec du sang et provoquer un hématome, d'où l'AVC hémorragique, dont le pronostic est généralement plus dangereux que l'AVC ischémique. Docteur, après une telle situation et après ces complications, comment faut-il réagir? Avant tout, quand on diagnostique une hypertension artérielle, il est impératif de faire un bilan. Alors, le bilan comprend tout d'abord un bilan cardiaque. C'est-à-dire, il faut faire un électrocardiogramme et éventuellement un échodoppler cardiaque qui nous permet de visualiser le cœur, de voir le cœur, comment il fonctionne au niveau de ses différentes cavités, d'étudier la cinétique du ventricule gauche, c'est-à-dire son mouvement, et d'étudier la puissance contractile du muscle cardiaque, ce qu'on appelle la fraction d'éjection. Quelqu'un, par exemple, qui a une hypertension importante et qui n'a pas été traité et qui est arrivé à un stade d'insuffisance cardiaque, peut avoir des perturbations au niveau de la cinétique et de la fraction d'éjection et qu'on peut détecter avec ces examens-là. Donc, il est impératif de faire un bilan cardiologique pour évaluer la morphologie et la fonction du cœur. Ensuite, il faut faire un bilan rénal, c'est-à-dire il faut faire une prise de sang pour évaluer la fonction du rein
et voir si le rein fonctionne normalement ou non. Autre chose, on doit évaluer aussi les facteurs de risque métabolique, c'est-à-dire rechercher si la personne a du diabète, par exemple, ou bien du cholestérol. Et ces deux pathologies, évidemment, interfèrent d'une manière importante au niveau des vaisseaux et peuvent compliquer l'état du patient qui est déjà atteint d'hypertension artérielle. Donc, une fois ce bilan est fait et bien établi, à ce moment-là, on va prendre nos précautions et pour prendre en charge le patient. Alors, il y a tout d'abord les mesures préventives, les mesures diététiques. Okay. Donc, c'est ça, c'était ma dernière question. Alors, finalement, docteur, quels sont, donc, premièrement, donc, le bilan, ça sera de façon annuelle ou bien ou semestriel, selon le cas du patient, voilà. On fait un bilan soit tous les 6 mois, soit tous les ans. Bon, docteur, quelles sont les mesures préventives de base pour lutter ou prévenir une hypertension artérielle? Alors, les mesures préventives, c'est surtout les mesures diététiques. C'est-à-dire, la personne doit diminuer la consommation du sel. Comme on a dit, le sel contribue à faire élever la tension. Donc, il faut un régime faible en sel. Deuxièmement, il faut supprimer le tabac pour un fumeur. Parce que le tabac, quand même, est nocif au niveau des parois vasculaires, car il entraîne à la longue une rigidité, une inflammation des parois qui favorise le dépôt du cholestérol et qui peut aggraver l'état vasculaire qui peut entraîner d'autres complications. Donc, réduire le sel, arrêter le tabac et ensuite réduire le poids. Pour quelqu'un qui a une surcharge pondérale ou une obésité, alors il faut lui appliquer un régime alimentaire basé surtout sur les viandes blanches, c'est-à-dire le poisson, le poulet, prendre plutôt des grillades, des repas cuits à la vapeur ou bien au four, et prendre des salades, des légumes et des fruits. C'est ce qu'on appelle le régime méditerranéen, et qui est très bénéfique pour l'organisme. Et il est conseillé, bien sûr, d'éviter les matières grasses, d'éviter les fritures, d'éviter les pâtisseries, les sucreries, qui sont des facteurs de risque, pas seulement pour l'hypertension, mais pour le diabète, l'hypercholestérolémie, qui sont souvent des facteurs associés et présents en même temps que l'hypertension. Ça, donc, les mesures préventives. Maintenant, le deuxième volet, c'est le traitement médical proprement dit. Une chose que je voulais vous dire, avec les mesures préventives, il y a l'activité physique qui est conseillée. Donc, il faut faire du sport. Le sport d'une manière modérée. Ce qui est conseillé surtout, c'est la marche. D'une manière régulière, au moins 3 à 4 fois par semaine. Et on le fait modérément. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué au sport, il faut toujours commencer par palier. 20 minutes, 30 minutes par jour. 20 minutes à 30 minutes pour augmenter progressivement, et il est préférable de commencer par le sport d'endurance. Maintenant, on revient au traitement médical. Le traitement médical, il comprend plusieurs familles de médicaments d'hypertension. Je vais les citer d'une manière générale et ne pas rentrer dans les détails. On a une famille de diurétiques, c'est-à-dire des médicaments qui font uriner et éliminer l'eau dans l'organisme. Donc ça permet de diminuer la volémie, donc le volume du sang circulant, et améliorer la filtration rénale, et ça permet de faire baisser la tension. Deuxième famille de médicaments, c'est les bêta-bloquants, c'est-à-dire des médicaments qui ralentissent le rythme cardiaque, donc ils permettent de diminuer le débit cardiaque, donc de diminuer la tension, l'hypertension artérielle. Et généralement, cette famille a ces indications chez les personnes jeunes, les personnes stressées, qui ont souvent un rythme rapide, ou bien ils sont tachycardes, c'est-à-dire ils ont un rythme au-delà de 100 battements par minute. Il est préconisé de leur prescrire ce type de traitement.
Par la suite, on a d'autres familles. On a les inhibiteurs calciques. C'est des médicaments qui empêchent l'entrée du calcium au niveau de la paroi des vaisseaux, ce qui permet de relâcher les vaisseaux et diminuer les résistances des parois vasculaires, donc diminuer la tension et améliorer le flux du sang circulant. Puis on a d'autres familles, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Cette famille intervient en bloquant l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Donc, elle va empêcher la construction des vaisseaux et elle va permettre plutôt leur relaxation, donc une baisse de la tension artérielle. Et il y a aussi les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, qui sont aussi des substances vasodilatatrices. Comme les autres, dilatent les vaisseaux et font baisser la tension artérielle. Et enfin, on a les antihypertenseurs centraux. C'est une famille de médicaments peu utilisés, mais elle a ses indications, surtout lorsqu'il s'agit chez les femmes enceintes et qui développent une hypertension artérielle pendant la grossesse. On leur prescrit ce type de médicaments. Parce qu'il faut éviter les autres médicaments qui ont des effets secondaires ou délétères sur le fœtus. Voilà généralement donc les différentes familles de médicaments compressifs pour l'hypertension. Et voilà, on est arrivé à la fin de notre émission et que notre panier est assez plein du savoir de notre invité, Dr Jihad Jafar, cardiologue libéral. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre importante intervention, en espérant de vous voir dans des prochaines émissions, si Dieu le veut. Merci beaucoup et bienvenue. C'est moi qui vous remercie et je vous remercie infiniment pour le sujet important que vous avez choisi, parce que c'est un sujet qui concerne beaucoup de monde. Il n'y a pas une famille où on n'a pas une personne hypertendue et c'est un message qu'on doit passer à la population d'une façon générale, de faire attention quand on a des parents hypertendus, on est prédisposé sur le plan génétique à avoir un jour de l'hypertension. Donc il faut prendre ces précautions, mesurer sa tension et appliquer les mesures préventives dont on a parlé. Merci beaucoup. Juste entre guillemets, un sujet très important pour un homme très très important quand même. Merci. Et grand merci, chers internautes. Merci d'être abonnés à notre chaîne Lumière Islamique de notre institution islamique sociale. Bien merci de suivre notre programme L'être humain. Merci de liker, de partager cette vidéo. Merci à vous tous. Prenez soin de vous-même et à très bientôt.